Bonjour à tous, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre vidéo du test de la Nexus 9, la toute dernière tablette Nexus proposée par Google en partenariat avec HTC. Alors HTC en est à son deuxième coup d'essai au niveau des tablettes, puisque dans le passé elle avait proposé la HTC Flyer, qui était une tablette 7 pouces avec un stylet et qui malheureusement n'a pas fonctionné comme la firme l'aurait voulu. En effet, il faut savoir que le monde des tablettes n'était pas encore très connu du grand public et n'avait pas connu le succès escompté comme aujourd'hui, notamment au niveau des tablettes de petite taille. Mais revenons à notre Nexus 9 et commençons tout d'abord par vous dire que celle-ci est d'ores et déjà disponible à la vente au prix de 399 € pour une mémoire interne de 16 Go avec le Wi-Fi. Comptez la somme de 489 € si vous voulez le Wi-Fi plus 32 Go de mémoire, ou alors 569 € si vous voulez la version 4G avec 32 Go de mémoire, ce qui est quand même conséquent. Au niveau de la boîte, on a ici un design que l'on connaît déjà avec les boîtes de HTC, c'est-à-dire rectangulaire avec des coins arrondis, toute blanche. Celle-ci propose un œuf en relief de grande dimension en façade. Dès qu'on ouvre la boîte, on tombe nez à nez avec la tablette qui est bien emballée, donc là c'est un produit test, donc celle-ci n'est pas emballée. Normalement, on a un livret Nexus qui est livré, donc c'est en format carré, on l'a pas ici. On a aussi un chargeur de grande dimension, plus grande dimension que les chargeurs que l'on retrouve avec les smartphones HTC, puisque celui-ci est un petit peu plus puissant, ainsi qu'un câble USB, micro USB, permettant de recharger la tablette, ou alors de la connecter à un PC par exemple. Au niveau du design, celle-ci propose un écran de 9 pouces au format 4/3. Alors en tapotant deux fois, on peut allumer la tablette. Celle-ci a des bandes de chaque côté quand on la tient en mode paysage. Donc ces bandes vont permettre un bon maintien, chose qui pourrait être décriée par certains, mais au moins ça permettra de ne pas toucher le tactile lorsque vous êtes en train de regarder un film par exemple, ou alors en train de jouer, vous ne ferez pas de fausses manipulations. Au niveau des deux bandes qui se trouvent sur l'autre côté de l'écran, ceux-ci sont de taille correcte et donc fait que la tablette est bien équilibrée et tient bien en main. Celle-ci a un poids de 425 grammes pour des dimensions qui font 153,68 mm x 228,25 mm pour une épaisseur de 7,95 mm, ce qui fait que c'est vraiment sympa au niveau de la tablette. Et puis les 425 grammes sont bien répartis au niveau du poids, donc du coup on peut la maintenir en main pendant assez longtemps sans pour autant se fatiguer. Au niveau du dos, on va retrouver ici un dos avec un plastique qui fait effet soft touch. Alors il existe trois coloris, du beige, ce gris blanc et le noir. Il faut savoir que le noir a un petit côté plus granuleux, un petit peu plus sympa. Celle-ci glisse un petit peu. On a les lettres Nexus qui apparaissent en relief en métal, avec ici la position de HTC en bas au dos, ainsi que l'APN de 8 mégapixels avec son flash qui se trouve en haut à gauche au niveau du dos. Celui-ci ressort un petit peu, risque donc d'être rayé par rapport aux surfaces où vous allez le poser, donc faites très attention. C'est le même APN que l'on va retrouver par exemple sur le HTC Desire 610 de mémoire. On retrouve sur la tranche du haut l'entrée jack pour casque audio. On va trouver sur les côtés les boutons volume et power, avec ici un petit micro. Et on va trouver sur le bas l'entrée micro USB. Au niveau de la façade, on va trouver une caméra d'appoint. Sur chaque tranche, on peut voir ici que elle dispose de deux haut-parleurs stéréo qui n'est autre que le système HTC Boom Sound. Alors je vais revenir très vite sur ce système. Le HTC Boom Sound, c'est donc deux haut-parleurs stéréo en façade qui vont permettre d'avoir un son normalement qui est super puissant, mélodieux, avec une bande de fréquence bien équilibrée. Et malheureusement, on n'a pas le son que l'on retrouve avec le HTC One M8. En effet, la tablette est très puissante, va donner vraiment beaucoup de son. Et par contre, les aigus vont être un petit peu noyés par les médiums et les graves. Donc ça va être un son péchu, très grave, et malheureusement les aigus n'auront pas leur place par rapport au son puissant qui s'en dégage. C'est un tout petit peu dommage, mais par contre le côté immersif au niveau du multimédia lorsqu'on joue à des jeux ou alors qu'on regarde un film par exemple est vraiment très agréable sur une tablette. D'ailleurs c'est ce qu'on attend d'une tablette, pouvoir regarder des films avec l'un des meilleurs sons qui puisse y avoir. Et là la Nexus 9 quand même fait un carton plein, puisque les deux haut-parleurs stéréo sont vraiment excellents pour le côté multimédia. Bon, on finira avec le design. On a ici vraiment un produit Nexus, puisque celui-ci reprend les bases du design Nexus avec un large dos qui vient se fondre avec un cadre au bord biseauté.
On regrettera tout de même au niveau de la fabrication que eh bien, ce dos ne colle pas parfaitement bien avec le cadre. On va voir des petits écarts par rapport à ces deux matériaux, donc acier et plastique, et c'est un petit peu dommage et surtout étonnant de la part d'HTC. Je pense qu'il y a peut-être quelques petits réglages à faire au niveau des chaînes de fabrication qui vont remédier à ce problème. Cependant, c'est pas très grave en soi, on voit à peine ce défaut et lorsque on appuie bien le dos avec le cadre, ceci disparaît. La Nexus 9 est un appareil de référence et fait tourner pour la première fois la toute dernière version d'Android 5.0, dit Android Lollipop ou Android L. Alors Android L apporte son lot de nouveautés, notamment en termes de notification, où on va avoir une gestion de celle-ci beaucoup plus simplifiée, mais également en termes de graphique, puisque le Material Design prend place et vient donc rajouter sa petite patte, avec des icônes beaucoup plus simplifiées, des choses qui sont beaucoup plus aérées, des animations nouvelles, et la disparition des boutons classiques d'Android pour laisser place à un carré, un rond et un triangle, on se croirait chez PlayStation. En fait, il s'agit simplement de la flèche retour, bouton d'accueil, et le bouton qui vous permet de visualiser les dernières applications que vous avez ouvertes pour faire le multitâche. Et vous voyez encore l'apparition du carrousel que l'on a déjà vu sous forme de widget ou d'application sur les anciens appareils Android. Donc il revient un petit peu à la mode. Au niveau des applications, celle-ci offre des icônes un petit peu plus imposantes, mais toujours plus simplifiées. Donc on va avoir une meilleure lecture et surtout ça va permettre également d'être mieux intégré pour le public jeune comme le public un petit peu plus âgé. On a ici vraiment n'importe quel type de public qui s'y fera beaucoup plus que des icônes qui seraient très sophistiquées et un petit peu brouillon pour le coup. Alors au niveau des notifications, je vais en créer une en faisant un imprime écran comme ceci. Bouton volume bas avec le bouton power, voilà. Je vais en faire plusieurs pour être sûr de les avoir. Voilà. Donc si j'éteins mon écran et que je me mets sur l'écran de verrouillage, vous pouvez voir ici que nous avons les notifications qui apparaissent en natif. Avant, il fallait déverrouiller Android, passer route et puis installer un petit truc qui allait bien pour les voir apparaître sur l'écran de verrouillage. Et bien là maintenant vous pouvez interagir directement avec elle. Il suffit simplement de faire glisser vers le bas et vous voyez que ma notification s'ouvre dans un petit cadre et je peux la partager. Après tout dépend du type de notification. Par exemple l'application SMS va me permettre de lire celui-ci et en plus d'y répondre directement. C'est vraiment sympa, d'autant plus que si j'avais ouvert par exemple une application de type Facebook où je traînais sur Facebook, je reçois un SMS, je fais glisser ma barre de notification, je visualise le SMS dans le petit cadré de notification, j'y réponds directement, je l'envoie et ensuite je quitte la notification et je reste sur mon application Facebook. Plus besoin de quitter Facebook pour aller sur l'application message, répondre aux messages et revenir sur Facebook. Là c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus aisé de pouvoir interagir avec les notifications. D'autant plus que celles-ci maintenant peuvent être priorisées. Restez appuyé sur la barre de notification et vous avez ici l'interface système qui apparaît. Appuyez sur info et vous pouvez dire eh bien je voudrais que cette notification soit prioritaire. Si on choisit les notifications prioritaires, c'est pour aller avec de pair avec le mode volume de sonnerie. Alors si j'appuie sur le bouton haut, bouton bas, je vais avoir ici le petit mode sonnerie qui va apparaître et je vais pouvoir sélectionner donc aucune sonnerie, prioritaire ou toujours. Alors toujours la sonnerie, je choisis le volume bien évidemment que je veux. Si je fais aucune, je peux même choisir le nombre de temps que je veux que cette sonnerie soit éteinte. Alors ça peut aller de 15 minutes à 8 heures. Donc il suffit simplement de choisir cette petite option et pendant 8 heures, eh bien ma tablette ne sonnera pas. Aucune notification ne sonnera, ainsi que des appels, les messages, enfin tout ce qu'il y a au niveau de sonnerie ne fonctionnera pas. Si je retourne sur ma sonnerie et que je fais prioritaire, c'est là que prioritaire rentre en compte pour justement les notifications prioritaires. Si les notifications que vous avez choisies comme messages, Facebook, etc. deviennent prioritaires, eh bien c'est que celles-ci qui vont sonner. Les autres ne sonneront pas. Et vous pouvez également choisir le nombre de durées que vous voulez activer pour justement que ce soit que les notifications prioritaires qui sonnent. Vous pouvez même aller un petit peu plus loin avec un paramètre qui est totalement nouveau puisque directement intégré en natif. Avant, il fallait passer par une application pour ça. Et bien là, vous allez pouvoir gérer votre sonnerie comme vous le désirez. En effet, vous allez pouvoir dire que les sonneries prioritaires seront les événements et rappels. Donc, par rapport au calendrier, bien sûr. Les messages, vous pouvez les activer ou non. Et ces messages vont contenir
tout ce qui est appel et messages de tout le monde, les favoris uniquement ou les contacts uniquement. Vous n'avez plus qu'à choisir ceci pour le jour et l'heure que vous désirez. Alors heure de début, heure de fin, et vous avez donc vos paramètres de sonnerie qui vous permettront de recevoir exclusivement les paramètres de vos favoris, en plus des paramètres prioritaires au niveau des notifications. C'est vraiment, vraiment sympa. Donc c'est un système complet pour tout ce qui est message et appel. Et quand vous allez donc faire appui sur le bouton haut ou bas et que vous choisissez prioritaire ici, il ne s'agira que du paramètre pour les notifications. Sinon, vous pouvez toujours faire sonner toujours votre appareil. Donc c'est vraiment sympa d'avoir rajouté ces éléments-là, que ce soit donc pour les appels, les messages ou aussi les notifications. Vous avez toujours les paramètres rapides qui peuvent apparaître, donc toujours en faisant glisser du haut vers le bas par rapport au coin de l'écran. Donc vous avez dans un premier temps les notifications qui apparaissent, et si vous faites reglisser le doigt encore un coup, vous avez les paramètres rapides de la tablette qui apparaissent, qui permettent de régler, donc d'activer certains organes de la tablette tels que le GPS ou encore la rotation automatique, tout ce qui est connexion avec le Bluetooth ou le Wi-Fi, hein, puis la luminosité évidemment. Alors ces paramètres-là peuvent également apparaître en faisant glisser deux doigts comme ceci. Hein, c'est très rapide. Et vous avez également ici donc le profil qui apparaît. Maintenant, que ce soit smartphone ou tablette, vous pouvez choisir un profil différent et ajouter même un compte invité. Tout va changer, c'est-à-dire que vous allez avoir les thèmes et images qui vont changer en fond, mais également toutes les applications qui sont enregistrées sur la tablette. C'est-à-dire que là, le compte, s'il n'a pas enregistré avec son compte Gmail des applications, elles n'apparaîtront pas ici. Autre nouveauté dans les paramètres, vous avez dans les paramètres sécurité, ce qu'on appelle épinglage d'écran. Alors si vous l'activez comme ceci, vous allez pouvoir, par exemple, je lance l'appareil photo, vous allez pouvoir dans le gestionnaire donc des applications dernièrement ouvertes, hein, le bouton carré, donc vous pouvez voir que c'est sous forme de carrousel. Le carrousel revient à la mode, hein, puisqu'on a déjà vu ce type de carrousel sur des appareils Android. Vous allez pouvoir sélectionner une application à épingler. Vous avez ici le format épingle qui apparaît, vous appuyez dessus et hop, on vous demande si vous voulez épingler cette application. Si vous faites activer, vous n'aurez plus que cette application-là qui sera utilisable sur la tablette. Il faudra faire un appui sur triangle et carré pour quitter ce mode épingle. Alors, pourquoi ce mode épingle? Tout simplement, si des fois vous voulez donner votre tablette à votre enfant et vous voulez qu'il joue simplement un jeu que vous avez choisi et à rien d'autre. Vous choisissez ce jeu, vous l'épinglez sur l'écran et le gamin, il aura beau appuyer sur la flèche retour, ça ne pourra pas fonctionner. En effet, vous serez obligé d'appuyer simultanément sur triangle et carré pour quitter. Vous avez là épinglage d'écran annulé. C'est plutôt pratique et sympa. Imaginez également que votre appareil soit waterproof, donc qu'il aille sous l'eau, comme certains smartphones actuels et même certaines tablettes. Donc si elle n'y est pas. Eh bien, vous allez pouvoir faire un épinglage d'écran de l'appareil photo. Et vous savez, des fois, lorsque l'on va immerger l'appareil dans l'eau, l'eau va peut-être jouer sur le tactile et donc du coup va vous remettre sur l'écran d'accueil, va lancer une autre application, ou alors va, je ne sais pas moi, ouvrir le menu des dernières applications ouvertes. C'est un petit peu embêtant parce que vous vouliez rester sur l'appareil photo pour prendre une photo sous l'eau. Et bien en épinglant l'écran comme ça sur votre appareil, et si vous avez un bouton dédié pour l'appareil photo, vous n'avez plus qu'à l'épingler, aller sous l'eau, vous êtes sûr que aucune autre application pourra fonctionner que celle que vous avez épinglée et vous pourrez prendre une photo sous l'eau. Alors bien évidemment après il faut avoir un appareil waterproof, mais j'ai trouvé ça plutôt astucieux. Donc Lollipop là-dessus a rajouté une petite sécurité pour les enfants qui est vraiment sympa. Alors l'appareil a un écran avec un affichage en format 4 tiers. Cet écran a une résolution de 2048 x 1536 pixels. Il faut savoir qu'il a une densité de pixels de 288 pixels par pouce. Alors, on ne voit pas de défaut au niveau de l'écran. Alors, j'ai vu certains tests où ils commençaient à dire on voit pratiquement les pixels, etc. Moi, je trouve pas. Je veux dire, c'est peut-être pas le plus beau écran qu'il y a sur le marché d'Android aujourd'hui, mais celui-ci est vraiment sympa visuellement. On a ici une technologie IPS LCD qui fonctionne vraiment bien pour tout ce qui est multimédia. Il offre des couleurs agréables à l'œil,
Il y a un beau taux de contraste et de luminosité, tout est assez bien géré, donc du coup, il sera parfait pour visionner des films ou alors des jeux. Et ce, avec des angles extrêmes, même en plein soleil. Au niveau de la luminosité, on a quelque chose qui est vraiment sympa. Et en plein jour, l'écran sera bien visible. Après, au niveau de l'écriture, vous pouvez voir que les lettres sont bien délimitées. Je veux dire, on n'a pas d'effet de pixelisation. Non, c'est vraiment sympa au niveau de cet écran. Au niveau du système, le tout dernier processeur de Nvidia a été donc choisi pour cette Nexus 9. Il s'agit du Nvidia Tegra K1 qui est un processeur à double corps. Alors dual core, c'est 2 cœurs, mais il faut plus parler en nombre de cœurs aujourd'hui. Ça n'a plus rien à voir puisque là le dual core qui est intégré à l'architecture x64, c'est-à-dire qu'il va pouvoir gérer très facilement le genre d'applications que l'on peut trouver sur le Play Store et encore plus, ça il faudra attendre avec le temps, mais vous pourrez avoir une puce ici qui va pouvoir gérer les jeux en 3D avec une très grande facilité. Alors pour l'instant on n'a pas des jeux de référence pour justement cette architecture x64 qui est intégrée maintenant au système Lollipop, mais espérons que cette année 2015 montre quand même quelques jeux de référence en termes donc graphiques et de jouabilité pour les nouvelles tablettes et smartphones du marché qui intégreront directement Lollipop. Là, je pense que dans quelques années, on va commencer à dire que les tablettes vont peut-être remplacer les consoles. Je m'avance peut-être un petit peu, mais il pourra sans doute y avoir peut-être ce genre de rivalité pour tout du moins certains jeux. Je vais vous montrer un petit peu comment ils lancent un jeu comme Real Racing par exemple. Donc, c'est pas un jeu de référence, mais tout du moins, on va pouvoir voir avec quelle rapidité et fluidité il va lancer le jeu. Donc, vous pouvez voir que le temps de chargement va être très court. Il faut savoir que le nouveau système n'utilise plus l'ancien système d'Android, qui était le Dalvik, mais un nouveau système qui va vous permettre de lancer les applications plus rapidement avec un temps de chargement beaucoup moins important. Bon, elle s'installe beaucoup plus lentement qu'avant, mais ça reste encore assez minime par rapport à ce dernier point. Donc, on va participer à une course juste pour vous montrer comment ça va assez vite. Voilà, et hop, je lance la course. Vous voyez, tout se fait très vite. L'affichage est beau et on va pouvoir aussi profiter du son. Donc vous voyez que les éléments graphiques sont très bien gérés par la machine. Et ça, c'est des éléments graphiques de base. Donc il faut attendre d'avoir des jeux de fou pour pouvoir enfin voir ce qu'il y a dans le ventre, ce nouveau processeur qui normalement va être une grosse référence en termes de jeux sur tablette normalement dès 2015. Donc voilà. Au niveau de l'autonomie, ici c'est une autonomie moyenne que l'on rencontre un petit peu partout au niveau des tablettes. Celle-ci fait entre 6h30 et 8h en utilisation moyenne. Donc vous allez faire un petit peu de tout dessus, avec bien évidemment la luminosité pas à fond mais à 50%. Alors pour un petit ordre d'idée, si on regarde un film Full HD sur cette tablette pendant 40 minutes, on va drainer entre 10 et 12% de batterie. Voilà. Donc faites un petit peu de jeu, utilisez des applications qui ne sont pas super bien réglées au niveau de l'énergie et vous allez perdre en conséquence évidemment. Alors celle-ci a une particularité également, c'est qu'elle va chauffer très vite. Et quand je parle de chauffer, c'est vraiment brûlant, surtout au niveau côté gauche, ça se ressent quand vous jouez à des jeux par exemple. Par rapport aux fonctionnalités, on va retrouver bien évidemment tout ce qui est GPS, Bluetooth, Wi-Fi, mais également l'ANFC, donc tout ce qui est sans contact. Là-dessus, tout fonctionne très bien. Je n'ai pas pu tester la 4G, donc je ne peux pas vous donner mon ressenti par rapport à ça, mais tout ce qui était captage de réseau et Bluetooth, Wi-Fi, GPS compris, tout fonctionne à merveille. Je n'ai pas vu d'anomalie par rapport à cela. On a vraiment une tablette qui est aussi tournée au niveau du multimédia, mais aussi bureautique, puisque tout se fait vraiment avec la plus grande fluidité. Je crée des documents vraiment très facilement avec la suite d'applications bureautiques de Google qui est directement intégrée dans la tablette et je peux donc taper des articles, enfin faire vraiment tout ce qu'il faut comme je le veux, comme sur un ordinateur. Donc là, c'est fluide, c'est rapide, c'est vraiment très agréable à utiliser au quotidien et c'est vraiment impeccable pour tout ce qui est multimédia. Voilà un peu le ressenti sur cette tablette. Et bien évidemment, donc vous avez de l'Android pur à pouvoir donc gérer un petit peu comme vous voulez avec des applications que vous pouvez rajouter
pour avoir une personnalisation un petit peu plus complète et qui vous correspondra. En conclusion, cette tablette Nexus est plutôt sympa. On a ici un système qui est très fluide, même si elle connaît encore quelques petits ratés avec quelques lags qui seront très vite arrangés par des mises à jour de Google. On a un système qui est fait donc pour tout ce qui est multimédia, jeux, vidéo, bureautique, avec un large écran 4/3 qui est très agréable à l'œil. Et un son bien évidemment Boom Sound qui vient rajouter une immersion totale. C'est vraiment les points importants que l'on attend sur une tablette. En plus, son processeur Tegra K1, cadencé à 2,3 GHz, est soutenu par 2 Go de mémoire RAM et est un système qui va permettre de faire tourner beaucoup d'applications, n'importe quel type d'application, avec la plus grande aisance. Du coup, on a véritablement une très bonne fluidité et c'est vraiment sympa. Au niveau des animations, de la tablette et de son nouveau design qui s'appelle Material Design, on a ici quelque chose de fun, de coloré, de sympa. C'est vraiment très agréable à l'utiliser au quotidien et bien évidemment donc la fluidité est au rendez-vous. Celle-ci pourra également servir de tablette bureautique avec des suites logicielles proposées par Google ou d'autres sur le Google Play Store qui permettront donc de faire pas mal de choses très aisément sur un format qui est vraiment bien adapté, le format 4/3. Au niveau du reste, eh bien, il faut attendre que les jeux arrivent prenant en compte l'architecture x64 pour véritablement voir ce que vaut cette bête en termes de performance et faire attention tout de même à la batterie qui risquerait d'être drainée assez rapidement et donc on risquerait de perdre de l'autonomie, même si celle-ci reste une autonomie plutôt moyenne par rapport à ce que l'on connaît sur le marché actuellement. Donc voilà, après si vous voulez une plus grosse personnalisation, eh bien, il va falloir télécharger des thèmes via le Play Store pour pouvoir personnaliser à votre goût cette tablette et la rendre plus fonctionnelle par rapport à vos attentes. Cette tablette est peut-être un petit peu chère pour sa version 4G, ça aurait été mieux qu'elle tourne aux alentours des 450-500 € pour une Nexus. Malheureusement, bon, voilà, on ne peut pas y faire, mais 400 € pour du Wi-Fi 16 Go, c'est pas trop mal, même si 32 Go aurait été mieux. Voilà, donc si vous avez des questions et des commentaires, je vous invite à les laisser sur notre vidéo de ce test ou alors directement sur notre forum www.forum-generationmobile.net. Vous pouvez également retrouver le test écrit de cette Nexus 9 directement sur notre site www.generationmobile.net. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est gratuit et vous resterez ainsi informé des dernières nouveautés en termes de smartphones, tablettes, objets connectés et nomades. C'était Dorzio pour Génération Mobile, à bientôt.